Et comme promis, cette question, comment se présente la situation sur le plan humanitaire dans le sud Liban? Nous sommes avec le docteur Pierre Catoire. Bonjour, merci de nous accorder un peu de votre temps ce dimanche matin. Vous êtes le coordinateur médical de l'ONG MEAD. Vous menez actuellement un programme de formation des médecins à l'échographie d'urgence dans différents hôpitaux du pays, dont ceux du sud Liban. Vous êtes à Nabatieh, dans le sud du pays. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur Catoire. Sur le plan strictement humanitaire déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation du sud Liban, à commencer par Nabatieh, là où vous êtes? Alors, merci pour votre invitation. Nabatieh, c'est une des villes principales du pays, en particulier au sud-est. La situation humanitaire, votre reportage l'a décrit, elle est celle de beaucoup de villages qui sont sous menace permanente. Les attaques donc, se sont intensifiées depuis hier dans la nuit, ont continué dans la journée d'hier. Et cette nuit encore, vous avez rappelé les deux frappes dans les villages. Il y a également la colline de Al Yatla, qui est très proche d'ici, qui a été sous d'intenses frappes dans la nuit. Il y a des mouvements de population qui sont répétés pour des personnes qui se sont beaucoup déplacées depuis 2023 et des structures de soins qui sont elles-mêmes sous menace puisque on compte plus d'une centaine d'attaques sur le système de soins actuel. Mmh. Comment, dans ces conditions, docteur Catoire, sont pris en charge les blessés? Alors, les blessés sont transportés immédiatement dans les hôpitaux, mais dans des hôpitaux qui ont de plus en plus de difficultés à se coordonner, puisque un des éléments essentiels de la prise en charge d'un patient traumatisé, c'est la possibilité de le transférer dans un lieu où il y a un plateau de soins adapté. Or, les transports sanitaires empruntent les routes qui sont compromises par ces frappes et en particulier ont été visées par des frappes directement sur les vecteurs de soins, sur les ambulances, ce qui rend très difficile ces transports. Et ces frappes, vous savez d'où elles viennent? Est-ce que les personnels soignants savent d'où viennent ces frappes qui peuvent les toucher? Alors pour certaines, elles ont été revendiquées en affirmant une appartenance des personnes qui ont été touchées. Je pense notamment à des attaques qui ont eu lieu dans la région ici la semaine dernière, avec des stratégies parfois de ce qu'on appelle de double tap, c'est-à-dire qu'il y a une première frappe, il y a des secours qui arrivent sur place et il y a une deuxième frappe à l'endroit où sont présents les secours. Et ça, c'est des stratégies qu'on a vues répétées dans plusieurs terrains de conflit dans la région et en particulier au sud du Liban. La situation des blessés, on y revient encore, docteur Catoire. On a posé la question de leur prise en charge. Est-ce que, par exemple, il y a une sorte de coordination, si l'on peut dire, entre les forces sur le terrain, israéliennes, bien sûr, mais également l'armée libanaise ou les miliciens du Hezbollah? Est-ce qu'il y a une forme de consensus tendant quand même au respect, tant soit peu, du droit international humanitaire? Alors, on n'a pas le sentiment que le droit humanitaire soit la priorité première de l'approche stratégique et des actions qui sont entreprises. Encore une fois, les attaques sur les lieux de santé qui sont pour autant très très délimitées, très identifiées, ont déjà eu lieu. Sur les secouristes sont dans la crainte de nouvelles frappes. Les hôpitaux également se considèrent comme en danger. Qu'en est-il des ressources, des médicaments, par exemple, ou du matériel nécessaire pour intervenir sur un terrain pareil? Alors, il y a eu des apports qui sont venus des Libanais d'abord, du gouvernement libanais, une aide internationale importante qui a été envoyée. Les besoins restent très très importants à la fois sur les hôpitaux, à la fois sur les personnes déplacées, qui sont nombreuses et qui ont besoin de médicaments pour des maladies chroniques ou des maladies aiguës. Donc il y a des besoins qui restent très importants malgré l'aide internationale. En mars dernier, docteur Catois, vous-même, vous évoquiez la santé maternelle et néonatale comme un enjeu critique compte tenu de la difficulté de prise en charge des femmes enceintes, plus de 12 000 à l'époque. Est-ce que la situation a évolué sur ce plan-là?
La situation a évolué dans le sens où les personnes déplacées à ce moment-là sont maintenant installées, en tout cas pour certaines de manière plus pérenne. Et surtout, le réseau de soins s'est organisé sous la coordination du ministère de la Santé pour s'assurer que les personnes déplacées, où qu'elles soient reliées à la fois à des moyens centres de santé primaires et secondaires et éventuellement des cliniques mobiles qui leur permettent d'avoir un accès plus avancé à toutes ces personnes. Néanmoins, les déplacements multiples, en particulier dans la région, posent de grands problèmes en termes de suivi des grossesses et de suivi néonatal. Qu'en est-il des malades longue durée? Vous évoquiez tout à l'heure les maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Quid de leur prise en charge? Alors, la prise en charge des maladies chroniques, ça demande à la fois un suivi, un accès à des médicaments qui peuvent parfois être chers. L'ensemble du conflit, la pression sur le déplacement, sur le coût du logement, sur l'augmentation des prix, hein, tout simplement, ça fait que le budget qu'allouent les familles pour leurs soins pour les maladies chroniques, donc que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, ce genre de maladies, ils sont de plus en plus difficiles d'acheter ces médicaments. Et donc on voit des complications qui interviennent là-dessus. Je prends notamment par exemple le cas de personnes qu'on a pris en charge ici récemment, avec pour les diabétiques, ça se manifeste par des infections de plaies que l'on voit de plus en plus, et c'est entre autres lié à la moins bonne prise en charge de la maladie diabétique. Médicaments chers, docteur Catoire, on parle de quel ordre de prix? Une fourchette, par exemple, pour qu'on comprenne. Alors, pour certaines maladies, ça va se compter en plusieurs centaines de dollars pour ici. Oui. Des habitants sont revenus à Nabatillé ou dans certaines zones à la faveur d'une accalmie, jusqu'à hier en tous les cas, dans les affrontements entre Israël et le Hezbollah. Que trouvent ces habitants quand ils rentrent? Quelles sont leurs conditions d'existence à votre connaissance? Alors, il y a parmi les personnes qui sont retournées depuis les accords de fin juin, beaucoup de personnes ont retrouvé leur logement partiellement et souvent complètement détruit. On le voit sur les images que vous diffusez. Il y a une destruction également des infrastructures. Ça a été dénoncé par beaucoup d'acteurs, notamment des structures d'accès à l'eau qui ont été ciblées plusieurs fois. L'hébergement des personnes est souvent fait par la communauté dans les logements qui restent ou dans les villages alentours qui ont été moins touchés. Dans les plus ou moins grandes villes, il y a beaucoup de déplacés qui sont encore à Saïda actuellement, mais comme vous le voyez, les destructions ont été massives et de très importants logements ont été détruits. Ouais. Vous menez actuellement, on l'a dit, un programme de formation des médecins à l'échographie d'urgence dans différents hôpitaux. Qu'est-ce que, pour commencer, l'échographie d'urgence? Alors, l'échographie d'urgence, c'est l'utilisation d'un appareil d'échographie par les médecins qui prennent en charge immédiatement les victimes à l'arrivée aux urgences. C'est utile pour tous les cas, mais en particulier pour les cas de traumatisme où en moins de 2 minutes, on peut identifier certaines lésions à risque vital qui nous permettent d'orienter le patient immédiatement dans une prise en charge chirurgicale, y compris dans les situations où on n'a plus accès à d'autres moyens d'imagerie, notamment le scanner. On arrive au terme de cette interview, docteur Pierre Catoire. Si vous aviez un mot pour les belligérants au Sud-Liban aujourd'hui, quel serait-il? Je pense que la priorité pour garantir une reconstruction de long terme et un apaisement sur le long terme, pas seulement sur les cartes, mais aussi dans la population, c'est de prendre soin de ce qui est, pour nous, les ONG, mais pour l'ensemble de la population, ce qui est le plus important. Et ça passe d'abord par la possibilité de soigner. Le droit de soigner, c'est un droit fondamental qui est reconnu sous une quelconque forme par l'ensemble des belligérants, qui actuellement n'est pas respecté. Donc c'est la première obligation à laquelle je rappellerai les belligérants. Respecter le droit de soigner. Merci beaucoup, docteur Pierre Catoire, pour votre témoignage, médecin coordinateur de l'ONG Médicale MEAD. Vous répondiez à nos questions depuis Nabatillé, dans le Sud-Liban. Merci.